Alors, du coup, bonjour à tous. Moi, je vais partager mon écran puisque j'ai préparé une présentation. Alors, évidemment, j'arrive plus à trouver où est-ce qu'on partage son écran. Euh, C'est en bas, c'est le bouton vert, partager l'écran. Ah oui, share screen, voilà. C'est bon, normalement. Alors, dites-moi si c'est OK, si vous voyez mon écran. Ouais, on voit très bien. C'est tout bon? OK, super. Donc, comme Sarah vient de le présenter, il a fait une présentation assez complète de toutes les sources de pollution et toutes les formes de pollution qui menacent notre bel océan avec un grand O. Moi, je vais me focaliser du coup sur la pollution sonore, dont elle a un petit peu parlé, et je vais vous expliquer quelle est cette problématique, quelles en sont les sources, et surtout quels en sont les impacts, et enfin quelles en sont les solutions pour du coup réduire tout ça. Alors, en tout premier lieu, moi, du coup, comme l'a annoncé Marie, je suis chargée de campagne au sein du Fonds international pour la protection des animaux, donc AIFO. Donc, je vais vous faire une rapide présentation d'AIFO au tout début. Donc, du coup, nous, on est une ONG d'envergure internationale qui a été fondée à la base en 1969 dans le but de mettre fin à la chasse commerciale aux bébés phoques sur la côte est du Canada. Donc, depuis, nos actions se sont élargies. Maintenant, on est installé dans 15 pays et on travaille dans environ 40 pays autour du monde en partenariat avec les gouvernements, les autres ONG, les communautés locales et les entreprises. Et en fait, notre mission à nous, c'est de mettre en place des solutions qui vont être à la fois durables et à la fois bénéfiques aux populations humaines et aux animaux. Et donc pour cela, en fait, on va venir sauver, on va venir soigner et relâcher des animaux sauvages, et on va également travailler à restaurer et à protéger leurs habitats naturels pour que ça fasse sens que leur relâcher soit dans un endroit où ils soient en sécurité. Alors, concernant la pollution sonore sous-marine, donc effectivement, nous, au sein du bureau français, à EFO France et aussi en Europe avec mes collègues européens, on travaille à une campagne de lutte contre la pollution sonore sous-marine, puisque c'est une réelle problématique. Vous avez sûrement dû et entendu parler, si vous ne l'avez pas vu, du fameux film de Jacques-Yves Cousteau, Le Monde du silence, qui il y a 60 ans, décrivait l'océan comme un univers silencieux. Malheureusement, aujourd'hui, cette qualification, elle est très très loin d'être proche de la réalité, puisqu'il y a eu à cause de l'expansion des activités humaines au-dessus et en dessous de la surface de la mer depuis environ 60 ans, le paysage sonore des océans a été totalement modifié. Et donc aujourd'hui, nos océans sont vraiment vraiment bruyants à cause des bruits justement imposés par ces activités. Et en fait, c'est une menace qui aujourd'hui est assez insidieuse parce qu'elle est invisible. Autant la pollution plastique, on voit les déchets flotter dans l'eau, autant le bruit, on ne le voit pas et on n'en a pas forcément conscience parce que pour nous, on n'a pas vraiment conscience de, sous l'eau, l'importance que revêt le bruit pour l'ensemble des animaux marins. Alors, par rapport aux sources de bruit, il faut savoir qu'il y a deux types de nuisances sonores. Il y a ce qu'on va appeler le bruit d'abord ambiant, qui va être un bruit continu, d'intensité plutôt moyenne, qui va lui être principalement causé par la navigation commerciale. Donc tous les navires qui vont sillonner les océans 24 heures sur 24. Aujourd'hui, on estime qu'il y en a à peu près 60 000 non-stop sur les océans. Si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir sur le site qui s'appelle Marine Traffic, qui montre l'activité maritime mondiale en temps réel avec des petits points sur une carte du monde. Et c'est assez effrayant puisqu'on voit quasiment plus les océans. En tout cas, dans certaines parties du monde, on voit plus le bleu, tellement il y a de petits points qui montrent les bateaux qui sont sur l'eau en temps réel. Et ça, c'est parce que depuis en fait les années 80, la flotte marchande mondiale a quasiment doublé. Donc aujourd'hui, on est à 90%, près de 90% du fret mondial qui est transporté par bateau. Donc du coup, ça fait beaucoup de bateaux et donc ça fait beaucoup de bruit. La deuxième source de nuisances sonores, ça va être des bruits qu'on va qualifier d'impulsifs, qui eux, en fait, les bruits impulsifs, ça va être des bruits qui vont être plus temporaires, mais d'une intensité beaucoup plus forte. Et ça va être créé par des activités humaines de style
construction offshore, de tout ce qui va être appareils qui utilisent en fait les énergies marines renouvelables, donc comme les hydroliennes, les éoliennes. Ça va être également tout ce qui va être sonar militaire, ou encore tout ce qui va être investigation du sous-sol marin pour notamment l'exploitation pétrolière et gazière, parce que dans le cadre de ces exploitations, on utilise des canons à air, donc qui vont produire des explosions sur des durées relativement courtes, mais des explosions qui vont être extrêmement fortes. Et donc ça va vraiment poser souci à l'ensemble de la biodiversité sous-marine. Puisque les impacts du bruit, venons-en. Le souci, c'est que quasiment toutes les espèces marines s'appuient sur les sons pour vivre. Donc, pour communiquer, pour se diriger, pour détecter des proies, pour éviter des prédateurs, trouver même des partenaires. C'est vraiment le son, en fait, se propage sur des milliers de kilomètres sous l'eau, de manière vraiment différente au son dans l'air. Et du coup, sous l'eau, c'est vraiment excessivement important pour les animaux marins d'utiliser les sons. Et donc, le fait d'avoir toute cette pollution sonore qui vient des activités humaines, ça vient créer un brouillard acoustique, en fait, pour elles. Et ça va évidemment réduire leur capacité à mener à bien toutes leurs fonctions vitales qui sont essentielles pour elles. Et donc, toutes les espèces marines sont impactées. Ça va aller du plus petit mollusque à la grande baleine bleue, en passant par les tortues, les calamars et même les poissons qui finissent dans nos assiettes. Il faut le savoir pour ceux qui mangeraient du poisson. Mais voilà, et en tout cas, les réponses aux perturbations sonores vont être différentes selon les animaux, puisqu'évidemment, ils ont tous des différences physiologiques et comportementales. Et ça va surtout varier en fonction de la proximité de l'individu par rapport à la source du bruit, évidemment. Mais alors, les impacts vont varier. Pour vous donner une échelle d'impact, ça va varier de la simple réponse comportementale, donc de la fuite, tout simplement de la zone, ou alors ils vont moins éviter les prédateurs, leur recherche de proie va devenir moins efficace parce qu'évidemment, ils ne vont pas pouvoir les repérer. Ça va être également du masquage de leurs signaux de communication. Ça peut aller aussi, dans les cas les plus graves, à des traumatismes physiques, donc leur provoquer des pertes auditives temporaires, voire même permanentes, définitives. Également des lésions, ça peut leur causer des lésions à leurs organes acoustiques. Et dans le pire des cas, évidemment, ça peut causer la mort de l'animal. Puisque, pour vous donner un cas d'école, un exemple, on a notamment on a vu des échouages de masse de cétacés qui étaient liés à l'utilisation de sonars militaires, par exemple, dans les Bahamas en 2002. Mais on a également on a pu constater des morts de poissons, de céphalopodes qui étaient liés à l'utilisation de canons à air dans la zone où ces animaux ont été retrouvés morts. Et il y a également des pêcheurs qui ont constaté des baisses de leur prise suite à des activités bruyantes dans leur zone de pêche. Donc ça a vraiment des impacts sur tous les animaux marins. Et le souci aujourd'hui, c'est qu'il y a une réelle absence en fait de normes internationales qui permettraient de venir atténuer les impacts du bruit sous-marin. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'en France, le Code de la santé, je cite, dit qu'aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition, son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage pour la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé. Et ça pose la question de savoir si on est plus sensible au bruit que les animaux marins ou pas. Parce qu'on sait aujourd'hui que les animaux sont des êtres doués de sensibilité et que le bruit est bien plus important pour les mammifères marins que pour nous, puisque ça affecte leurs activités vitales. Par exemple, pour se nourrir, ils vont avoir besoin du bruit, alors que nous, les humains, pour se nourrir, on n'a pas forcément besoin on peut le faire dans le silence. Et donc, il y a aujourd'hui un vrai décalage en fait entre le bruit qui va être appréhendé du point de vue de la santé humaine et le bruit qui va être appréhendé vis-à-vis de la santé animale, en tout cas dans la réglementation. Et donc, du coup, ça pose vraiment la question éthique de savoir quelle est la place qu'on accorde à l'animal et surtout aux mammifères marins. Mais bon, ça, c'est une grande question. Mais en tout cas, pour vous faire le point sur les réglementations qui vont exister, aujourd'hui, effectivement, il n'y en a pas, mais ça évolue. Il faut savoir qu'à l'international, les Nations Unies ont quand même reconnu le bruit sous-marin d'origine humaine comme une source de pollution en 2005. On a également l'Organisation maritime internationale qui est venue reconnaître les effets néfastes du bruit engendré par le transport maritime et qui a publié des lignes directrices qui, du coup, en gros, conseillent les compagnies de transport maritime du monde entier d'appliquer ces lignes directrices pour justement réduire le bruit au sein de leur flotte.
Le souci, c'est que ça reste des lignes qui sont non contraignantes, donc du coup, qui sont pas forcément, ils sont pas obligés de les appliquer, et donc c'est pas forcément fait. En Europe, on a une directive qui est une directive qui date de 2008, qui fixait en fait comme objectif l'atteinte d'un bon état écologique des eaux européennes d'ici à 2020. Et un des critères justement pour atteindre ce bon état écologique des eaux, c'était du coup l'absence d'impact du bruit sous-marin sur les écosystèmes. Alors, il y a eu des rapports qui ont été effectués du coup depuis 2020, qui étaient demandés par l'Union européenne à tous les États membres pour indiquer s'ils avaient bien appliqué cette directive. Malheureusement, l'ensemble des rapports a été dans la grande majorité décevant, puisque la majorité, voire quasiment tous les pays européens n'ont pas réussi à atteindre l'objectif d'un bon état écologique de leurs eaux, en tout cas en ce qui concerne le bruit causé par les activités humaines. Donc, il est vraiment nécessaire en fait aujourd'hui de mettre en œuvre davantage de mesures pour réduire les niveaux de bruit dans les eaux européennes. En France, la seule disposition juridique qui va exister, c'est au sein du Code de l'environnement. Le bruit sous-marin a quand même été reconnu comme une pollution en 2010. Mais encore une fois, il n'existe aucun seuil réglementaire en France pour les émissions sonores. Mais la chose positive, c'est qu'il existe des solutions pour réduire le bruit et il y a des mesures qui sont mises en œuvre dans certains pays et donc il y a des exemples dont on peut s'inspirer pour essayer de changer les choses et de réduire la pollution sonore. Alors, je vais vous en présenter rapidement quelques-uns. Parmi ceux qui sont ceux qui ont le mieux marché. Alors, notamment au Canada et aux États-Unis. Alors, il faut savoir que le Canada, c'est vraiment le pays moteur par rapport à tout ce qui est lutte contre le bruit sous-marin. C'est vraiment eux qui mettent en place le plus de choses et qui sont aussi vraiment moteurs au sein justement de l'OMI, dont je vous parlais tout à l'heure, au sein de l'Organisation maritime internationale. Et alors, eux, par exemple, dès 2017, il y a un programme, le programme ECHO, qui a été mis en œuvre et qui, en fait, grâce à ce programme, ils ont expérimenté des ralentissements volontaires des navires qui traversaient une zone particulière, donc qui s'appelait le détroit de Haro, qu'on voit sur la carte en haut à droite. Et c'était en fait une zone où il y avait un chevauchement des voies de navigation des bateaux avec la zone d'alimentation d'une population d'orques résidente de la côte sud. Et du coup, cet essai de ralentissement volontaire de la vitesse des navires a abouti à plus de 50%, une réduction de plus de 50% de l'intensité sonore dans la zone. Donc du coup, ça a montré que la réduction de la vitesse marchait pour réduire le bruit. On a également, je peux vous citer du coup le Green Ship Award, qui est en fait du coup un programme de certification volontaire environnementale qui concerne les ports, les chantiers navals, les armateurs. Et en gros, chaque année, chaque participant peut choisir de s'auto-évaluer avec un guide. Et du coup, il y a des vérificateurs extérieurs qui viennent vérifier qu'ils ont bien appliqué ce qu'ils disaient qu'ils appliquaient. Et du coup, les participants doivent contrôler, grâce à ce label, leurs émissions de gaz à effet de serre, le recyclage de leur navire, etc. Mais surtout aussi les émissions sonores qui sont émises par leur navire. Donc, ça permet en fait de les motiver à justement réduire le bruit. Et la bonne nouvelle, c'est que ce label a été répliqué en Europe grâce à l'association Surfrider qui avait travaillé avec l'Alliance verte du coup au Canada pour répliquer ce label au sein des eaux européennes. Et donc, ce programme de certification environnementale, aujourd'hui, il s'applique et il est proposé aux compagnies européennes de transport maritime pour justement venir réduire leur empreinte environnementale. Et du coup, à IFO, nous, on a participé justement à l'élaboration du critère bruit sous-marin pour ces compagnies. Et ça marche plutôt bien. Aujourd'hui, on a eu environ une petite quinzaine de labellisés cette année. Donc, du coup, c'est une super réussite. Il y a eu également le programme Je me pense, qui est actuellement en cours et quasiment fini. Donc, c'était un programme de surveillance conjointe du bruit ambiant qui a été établi en mer du Nord, qui a été piloté par les Pays-Bas et qui regroupait 7 pays en tout. Et en fait, ils ont modélisé des niveaux de bruit en mer du Nord pour justement montrer qu'ils étaient importants et qu'il fallait vraiment justement réduire le bruit dans cette zone.
Alors, pour réduire cette fois-ci tout ce qui est bruit impulsif, il existe des technologies qui sont disponibles aujourd'hui. Donc, vous pouvez voir sur la photo, la première technologie qui est pas mal, qui est très, qui est très efficace pour réduire le bruit sous-marin, des bruits impulsifs, ça va être les rideaux de bulles. En fait, les rideaux de bulles, donc c'est des sortes de gros tuyaux en fait qui sont installés tout autour des zones de chantier sous-marins, où en fait, il y a de l'air qui va être injecté justement dans ces tuyaux qui vont être perforés. Et du coup, en s'évacuant, ils forment une sorte de nuage de bulles qui va permettre en fait d'atténuer les ondes sonores. Alors, c'est un dispositif qui est très efficace. Par contre, il a une grosse limite. C'est que le fonctionnement en fait de ces ballons qui sont attachés les uns aux autres va être optimal uniquement que quand la mer est calme. Et en cas de mer un petit peu houleuse, ça va poser souci et ça va plus du tout être fonctionnel. Donc du coup, c'est un petit peu dépendant des conditions météo. Mais ça a quand même le gros avantage de réduire la propagation des ondes acoustiques jusqu'à 25 décibels, ce qui n'est pas négligeable. Il y a également d'autres matériaux qui existent, comme le cofferdam. Alors, le cofferdam, c'est ce qu'on appelle des matériaux tampons, qui en fait vont être des parois isolantes, qui vont être mis autour des sources de bruit, donc notamment, par exemple, dans tout ce qui va être construction des éoliennes offshore, ça va être les pieux, les battages de pieux. Donc, autour du pieu à battre, on va mettre cette paroi isolante pour justement éviter que le bruit ne se répercute trop loin. Et il y a également le vibroséisme marin, c'est une technologie c'est une technique qui est à l'étude en ce moment pour venir remplacer les canons à air qui sont traditionnellement utilisés pour tout ce qui va être prospection sismique. Et ça a l'avantage de produire en fait un bruit qui va être à très basse fréquence et beaucoup moins intense que le bruit des canons à air. Par contre, ça a le désavantage de produire ces bruits sur une durée beaucoup plus longue. Donc du coup, c'est pour ça que c'est encore à l'étude parce que ça peut être problématique et générer des impacts comportementaux beaucoup plus importants pour les mammifères marins. Évidemment, il y a d'autres mesures qui vont être appliquées pour réduire le bruit, notamment des mesures de planification spatiale et temporelle, qui du coup vont viser à éviter des zones ou des périodes qui vont être sensibles pour les espèces marines. Et donc, du coup, on va définir ces zones, on va définir ces périodes, et on va dire, voilà, les activités pendant telle zone, pendant telle période, ça va être interdit ou ça va être évité. Il y a également des mesures qui existent qui visent à s'assurer de l'absence des animaux marins à proximité, donc notamment des observateurs de mammifères marins qui vont être à bord des bateaux pour justement faire des observations visuelles, acoustiques, pour déterminer s'il y a des animaux marins dans la zone, et s'il y en a, les travaux, ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent ou ils ne débutent pas. Lorsque malheureusement les travaux doivent être quand même débutés, il va y avoir ce qu'on appelle un démarrage progressif qui va être mis en place, c'est-à-dire ça s'appelle un soft start, où en fait ils vont démarrer et ils vont augmenter de manière progressive l'intensité des émissions pour en fait faire fuir les animaux de la zone, mais éviter qu'ils se prennent une décharge de son trop importante dès la première explosion. Et enfin, il va y avoir également le principe de précaution, qui est un principe juridique, mais en gros, c'est un principe qui est appliqué par certains pays, qui fait que, voilà, on va délivrer les autorisations pour les activités bruyantes en mer ou les travaux de construction, etc., sur la base, en fait, des impacts potentiels pour les animaux marins. Et du coup, à partir du moment où on sait qu'il va y avoir des impacts, bah, on ne va pas le faire. Et donc, du coup, ça va venir restreindre, en fait, les autorisations vont venir restreindre la période, la zone et puis la durée des travaux. Alors, maintenant, je vais vous faire un focus sur notre campagne à nous. Chez AIFO, on travaille principalement sur le bruit pour réduire le bruit de la navigation commerciale. Et donc, pour réduire ce bruit, on a 3 principales recommandations. Des mesures opérationnelles qui peuvent être mises en œuvre à court et moyen terme. Alors la première, je vous en ai déjà parlé, puisque le Canada on a déjà fait le test, c'est la réduction de la vitesse des navires. Ça, on sait que c'est une solution qui fonctionne extrêmement bien et qui est surtout très peu coûteuse à mettre en place et qui est surtout ultra rapide à mettre en œuvre par tous les navires, puisque en gros, pour la grande majorité des navires, une vitesse moins élevée équivaut à rendre le navire nettement plus silencieux. Alors, ça ne concerne pas toutes les catégories de navires. Ça concerne certains, s'ils allaient moins vite, ils feraient notamment plus de bruit. Mais ça concerne vraiment la grande majorité de la flotte mondiale. Donc déjà, si ces navires-là pouvaient réduire leur vitesse, donc nous, on recommande une réduction à 75% de la vitesse maximum du navire, ça permettrait non seulement de réduire la pollution sonore,
mais également de réduire les émissions de gaz à effet de serre des navires, sans compter la réduction des coûts liés à la consommation de carburant, et également de réduire le risque de collision des navires avec les mammifères marins. Donc, c'est une solution qui a 3 bénéfices. Donc, pour nous, c'est vraiment la méga solution à mettre en œuvre. Deuxième solution, c'est une meilleure maintenance et une optimisation de la performance des navires, puisque pour les compagnies maritimes, en fait, il y a des efforts qui pourraient être réalisés sur les navires existants, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, la pollution sonore en mer, enfin, la pollution sonore des océans, elle est émise par seulement 15% des navires. Donc, en fait, ces 15%-là, c'est généralement les navires les plus vieux, les plus encrassés. Et il suffirait de prendre ces navires-là pour, du coup, les rénover et faire des travaux de désencrassement, justement, de nettoyage des coques, nettoyage des hélices, pour les rendre plus silencieux. Également, du coup, pour les navires, donc ça c'est pour les navires existants, mais pour les navires qui sont construits dans le futur, nous on recommande effectivement, et c'est aussi recommandé par l'OMI, d'utiliser des hélices qui vont être bien plus innovantes, des coques aussi plus innovantes pour justement réduire le bruit. C'est possible, ça on sait le faire. Évidemment aussi réduire le bruit des machines pour réduire la transmission des vibrations en isolant les moteurs en fait, et du coup aussi travailler sur le design des navires pour réduire le bruit qui va être en fait le bruit d'écoulement, donc le bruit que le navire fait en s'écoulant sur l'eau. En travaillant un petit peu sur le design, c'est possible de réduire l'empreinte sonore des navires qui font ça. Alors pour vous donner un exemple, on sait que ça fonctionne. Pourquoi? Parce que entre 2015 et 2016, il y a une compagnie, une très très grande compagnie maritime mondiale qui s'appelle Maersk Line, qui est une compagnie danoise qui a effectué la modernisation d'une centaine de ses porte-conteneurs. À la base, c'était pour en améliorer l'efficacité énergétique, mais ça a eu des résultats inattendus en matière de réduction du bruit, puisque en faisant le rapport d'études, de conclusion d'impact de ces navires, ils se sont rendus compte que ça avait permis de réduire les émissions sonores de ces navires. D'autant plus que c'était un investissement qui représentait près d'1 milliard de dollars et que le retour sur investissement s'est fait en moins de 2 ans. Donc, c'est super intéressant. Parce qu'on peut s'imaginer que oui, rénover des navires, ça peut être super coûteux et ça peut faire peur au début. Mais en tout cas, l'exemple de cette compagnie a montré que le retour sur investissement se faisait super rapidement, notamment en termes de réduction des coûts de carburant que ça pouvait avoir, réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, etc. Donc, du coup, ça reste une solution assez intéressante. Et enfin, la troisième solution qu'on recommande, c'est la mise en place de programmes incitatifs pour les navires les plus silencieux. Encore un exemple qui nous vient de nos voisins canadiens, c'est l'exemple du port de Vancouver. Le port de Vancouver, en fait, depuis 2017, il prévoit des mesures incitatives du coup pour les navires qui vont être silencieux, puisqu'ils offrent une réduction des taxes portuaires aux navires qui vont leur prouver qu'ils ont des émissions sonores qui ne dépassent pas un certain seuil. Et donc, ça permet vraiment d'encourager c'est un peu le système du bâton et de la carotte, ça permet vraiment d'encourager les compagnies maritimes à soit ajouter des navires plus silencieux à sa flotte, soit utiliser des technologies réductrices de bruit sous-marin pour leurs navires existants. Alors, maintenant, j'imagine que voilà, après avoir eu cette vision un petit peu globale de la pollution sonore, vous êtes soit un petit peu paniqué, soit un petit peu confus parce que vous vous dites, bah, c'est bien beau tout ça, mais bon, moi, je travaille pas dans une compagnie de transport maritime, je sais pas trop quoi faire pour réduire le bruit sous-marin à mon échelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que chacun peut faire un petit peu chacun peut agir à son échelle, en tout cas, pour réduire le bruit sous-marin, puisque j'ai le plaisir de vous annoncer que nous sommes tous des consommateurs et que le commerce international est basé en fait sur la demande des consommateurs. Et du coup, on peut tous devenir des consommateurs responsables en fait, en réfléchissant tout simplement à la façon dont nos achats sont produits, sont transportés, et en essayant d'acheter en fait ceux qui nous paraissent avoir le moins d'impact négatif en termes sociaux et environnementaux. Donc parfois, c'est un peu difficile d'avoir l'information, mais quand on creuse un peu, on peut déjà se rendre compte et éviter d'acheter sur des grandes plateformes, sans les citer, des grandes plateformes en ligne, et essayer plutôt d'acheter local, d'acheter au maximum, en tout cas, parce que ça ne marche pas pour tous les produits, évidemment.
Mais voilà, en gros, ce qui est important à savoir, c'est que chacun a le pouvoir, en fait, de créer des changements percutants à travers ses habitudes de consommation. Donc, c'est quelque chose à avoir dans sa tête quand on achète des trucs. Maintenant, c'est essayer de réfléchir à est-ce que ça vient de l'autre bout du monde? Est-ce que ça a été transporté par bateau? Est-ce que je pourrais pas plutôt essayer d'aller chez un commerçant local acheter quelque chose qui a été produit dans la région ou à deux pas de chez moi? Alors, je vais finir en tout cas ma présentation par vous montrer des supports. Si jamais ce sujet vous intéresse et que vous souhaitez en savoir plus, nous, à IFO, on a plusieurs supports qui sont disponibles gratuitement, que vous pouvez aller consulter donc, sur notre site internet. Alors, tout d'abord, on a un film documentaire, un peu style documentaire Netflix, qui est très, très sympa, qui s'appelle Sonic Sea, qui, du coup, date de 2018 et qui a reçu un Emmy Award aux États-Unis dans la catégorie meilleur film documentaire. Et c'est un film qui, du coup, porte sur l'impact de la pollution sonore provenant des activités industrielles. Donc tout ce qui va être sonar militaire, etc. Enfin, tout ce dont je viens de parler. Mais en gros, c'est très très sympa. C'est un film qui dure 1 heure. Et du coup, il est disponible gratuitement sur notre site internet. Donc je vous copierai le lien du site, enfin de notre site pour aller voir le film. Si jamais ça vous intéresse, je le mettrai dans le chat. Et je pense qu'il sera, enfin, je verrai avec les organisatrices de la conférence pour voir si on peut pas le diffuser après, notamment pour ceux qui regarderaient l'enregistrement de la conférence. Et on a également une collection d'infographies sur le bruit sous-marin qu'on a créée en partenariat avec le ministère de la Mer, avec le ministère de la Transition écologique et avec l'OFB, l'Office français pour la biodiversité. Donc, c'est 4 infographies qui, en fait, présentent de manière voilà, très graphique qu'est-ce que le bruit sous-marin et 3 sources de bruit sous-marin provenant des activités humaines. Donc, le bruit sous-marin du trafic maritime, le bruit sous-marin de l'éolien en mer et le bruit sous-marin de tout ce qui va être investigation du sous-sol marin. Donc, pour le moment, on en a 2 les 2 premières sont dispo sur notre site internet et les 2 dernières vont être finalisées prochainement. Mais si ça vous intéresse, du coup, je pourrais également vous mettre le lien pour que vous puissiez aller les regarder. Voilà, donc je vous remercie et puis je reste à votre disposition pour toute question à la suite de l'intervention de Quentin. Merci beaucoup. Alors, entre-temps, on va juste répondre à une question pour rendre la conférence un petit peu plus interactive. Alors, on a eu une question de Alan Michaud qui demande, question un peu bête et méchante, est-il encore possible d'améliorer la situation? N'est-ce pas déjà trop tard? Alors, si je parle uniquement de la pollution sonore sous-marine, je pense que oui, il est tout à fait possible d'améliorer encore la situation. Pourquoi? Parce que tout simplement, par rapport à d'autres sources de pollution, l'avantage avec la pollution sonore, c'est que quand la source de pollution s'arrête, il n'y a plus de pollution. Alors que si on prend la pollution plastique, par exemple, si on arrête de mettre du plastique dans l'océan, c'est vrai qu'on aura tendance à se dire, oh là là, mais il y a tellement de plastique déjà dans l'océan et c'est catastrophique, on n'en voit pas le bout. Alors que là, la pollution sonore, à partir du moment où on réduit le bruit, enfin, réduire à minima, mais quand le bruit est stoppé, bah, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus de pollution. Donc, du coup, c'est un gros avantage. Et aujourd'hui, on peut améliorer la situation parce que on sait que voilà, c'est quelque chose qui impacte les animaux, qui leur fait du mal, qui peut les tuer. Mais c'est à partir du moment où maintenant la prise de conscience, elle est là, c'est en train d'évoluer. Donc du coup, moi, je reste optimiste et je me dis que oui, on peut tout à fait encore améliorer les choses.